Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 207. C'est une capsule, c'est l'œil du coach, en compagnie de Bruno Heuby. Dans ce format d'épisode relativement court, nous tentons d'apporter des réponses précises à vos interrogations. Et je remercie aujourd'hui Dounia de nous avoir sollicité pour nous proposer un sujet d'épisode dont je vous laisse prendre connaissance immédiatement et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Bruno, salut Sébastien. Eh bien moi j'avais une question à propos de l'après-objectif. Une fois qu'on a fini notre course, une fois qu'on a passé la finish line, on a souvent une phase de descente, une phase de down quelques jours après ou une semaine après. Et je voulais savoir un petit peu comment on faisait pour surmonter ça et puis repartir sur autre chose. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Bonjour Bruno et bonjour Marie. On a une invitée supplémentaire sur le podcast en la personne de Marie Léoté que vous avez déjà entendue sur le podcast puisqu'elle a parcouru un tour du monde en courant, 697 marathons, 2 ans et demi de course. Marie, sois la bienvenue pour traiter de cette thématique en réponse à la question de Dounia. Merci de m'accueillir Sébastien, ou plutôt de me réaccueillir, vu qu'on avait déjà enregistré quelque chose pendant le Tour du Monde. Donc c'est un grand plaisir pour moi de revenir et surtout de partager sur la thématique de l'après, effectivement, qui est fondamentale, très très importante quand on se lance des grands défis. Alors Bruno, de ton côté, cette gestion de l'après, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu les intègres, ces semaines post-compétition, dans tes plans d'entraînement? Oui, bien sûr. Oui, moi j'explique toujours que un plan d'entraînement, c'est pas juste des séances qui se succèdent, mais qu'il y a aussi toute une préparation autour, et notamment une forme de préparation mentale, même si je n'ai pas la prétention d'être un préparateur mental. Donc oui, il faut préparer le sportif à ce qui va se passer après, il faut anticiper, parce qu'on sait que forcément, après avoir atteint un objectif, on arrive en quelque sorte au bout du chemin. Donc, il va falloir anticiper pour que ce bout du chemin ne soit pas un précipice, qu'on puisse rebondir et poursuivre l'aventure. Comment on peut passer d'une euphorie lorsque l'on franchit la ligne d'arrivée, et Marie pourra nous donner son expérience à l'issue de son tour du monde, à une descente aux enfers, un grand vide, je dirais, parce que descente aux enfers, ça fait vraiment très terne et très noir, si on peut l'appeler ainsi. Mais comment on peut passer de cette joie immense à ce grand vide? Marie, quelle est ton expérience suite à ce passage de cette ligne d'arrivée du côté de l'Australie? Oui, alors en fait l'expérience que moi j'ai vécue, je pense que c'est exactement la même chose que quelqu'un qui va courir, disons, son premier marathon, ou bien un grand truc genre la Diagonale des Fous, l'UTMB ou n'importe quelle course finalement qui est posée comme un grand défi. Moi je l'ai vécu, c'était mon intensité à moi, ma course, elle a duré 2 ans et demi. Donc, imaginez-vous, pendant 2 ans et demi, chaque journée, l'intensité folle que peut procurer votre premier marathon ou votre plus belle course. Et ça, je l'ai vu au quotidien pendant 2 ans et demi. Donc, c'était évident qu'il fallait que je prépare l'après pendant. Parce que ce qui se passe après, c'est que au moment où vous franchissez cette ligne d'arrivée, c'est toute cette intensité-là que vous perdez. C'est pas franchement, je pense, de mon point de vue, ça n'a pas été l'effort physique qui m'a manqué une fois passé la ligne d'arrivée. C'est je savais que quoi que je fasse, quels que soient les entraînements que je continue à faire, l'activité sportive que je continue ou non après ces 2 ans et demi de course, c'est l'intensité que j'allais pas pouvoir remplacer. Donc en fait, pour moi, on pourra parler des techniques que j'ai mises en place, parce que j'ai voulu absolument éviter le gouffre dont parlait Bruno justement, et il a raison, ça peut être comme ça. Moi, je savais que sur les 6 personnes qui avaient fait un tour du monde avant moi, sur ces 6, il y en a un qui était tombé dans une sorte de dépression et qui est toujours un petit peu maintenant. Et les 5 autres, eux, ont toujours continué en fait leur cheminement, leur nomadisme, leur course perpétuelle en fait. Et donc je savais que c'était un risque parce que 1 sur 6, c'est quand même un chiffre pas négligeable. Et puis donc j'ai préparé ça et on pourra parler des techniques, mais effectivement c'est quelque chose qui peut faire peur, surtout si on l'a pas intégré avant, si on l'a pas vu venir. Bruno, de ton côté, comment tu vivais les échéances, les compétitions, et comment tu abordes aujourd'hui, avec les athlètes que tu accompagnes, cette phase un petit peu compliquée, c'est-à-dire que on est à mi-chemin entre cette satisfaction ou pas d'avoir atteint son objectif ou pas, et derrière
qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent? Pourquoi? Et je l'ai vécu, moi, sur cette période du mois d'octobre où, après avoir concouru sur les 20 km de Paris, puis le 10 km de l'Indien, la quinzaine de vacances qui a suivi, je me traînais, mais comme un escargot sur les séances, moins d'énergie, une fatigue qui était accentuée alors que j'avais pas beaucoup d'activité et une perte de sens limite à cette activité du running. Comment toi tu le perçois de ton regard d'entraîneur? Ouais, je crois que t'as assez bien, enfin, non pas assez bien, t'as très bien mis le doigt sur les points essentiels dans tout ce que tu viens de dire. Et pour rebondir là-dessus, pour moi, je dirais qu'il y a, alors à titre personnel, de ce que j'ai ressenti moi en tant qu'athlète, je dis toujours, on entraîne ce qu'on est. Et moi, j'ai été coureur, enfin, je suis encore coureur, mais j'ai été coureur, on va dire, de haut niveau. Et donc, ce que j'ai ressenti moi en tant que coureur, j'essaie de le transférer aux athlètes parce que je vois pas pourquoi ils vivraient pas la même chose que moi. Pour moi, il y a deux cas de figure bien distincts. Et t'en as parlé, tu l'as évoqué. Il y a le cas de figure où l'objectif, il est atteint. On va dire la course, elle est réussie. Et un cas de figure où l'objectif, il n'est pas atteint. Alors, j'aime pas parler de course ratée. Je dirais que la course n'est pas réussie. Voilà. J'aime pas, enfin, pour moi, on ne rate jamais une course. Il y a jamais vraiment d'échec. C'est juste une course qu'on n'a pas réussi comme on le voulait. Et là, du coup, on se retrouve dans des dispositions psychologiques qui sont totalement différentes. Puisque quand on a atteint l'objectif, on surfe un peu sur cette vague. Alors, les endorphines ne sont peut-être pas celles de l'exercice physique, mais on reste quand même dans une forme d'euphorie qui fait que on est bien. À l'inverse, quand l'objectif n'est pas atteint, là, effectivement, tout se précipite. C'est-à-dire qu'on a cette chute physiologique, puisqu'on n'a plus d'entraînement, on court moins, donc on a moins d'endorphines. Donc, c'est ça aussi, ce sentiment de se sentir moins bien, c'est que la course à pied apporte, notre petit shoot d'endorphines qu'on aime tant. Et ça, on l'a plus. Donc déjà, quand on court moins, on a moins ce plaisir que nous procure l'activité physique. Et puis du coup, on a aussi psychologiquement un moment de faiblesse puisqu'on a moins bien réussi. Donc la préparation avec l'athlète, ça va être de se dire que en fonction du résultat, on ne sera pas dans les mêmes dispositions. Donc moi, les conseils que je donne, c'est de dire que un objectif, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ce qui compte, il y a une phrase qui dit, je sais plus, ce qui compte, c'est pas l'objectif, c'est le chemin. Ouais, déjà, prendre du plaisir à s'entraîner au quotidien, se dire que l'objectif, c'est quelque chose qui est relatif en fonction de la forme du jour. Donc, relativiser le résultat, relativiser l'objectif, ça permet déjà d'éviter de sombrer. C'est un peu comme quand on va sur une table de jeu. Si on a tout misé sur un seul truc et qu'on perd, on n'a plus rien. Moi, je pense qu'il faut essayer de répartir la mise pour assurer d'avoir une certaine forme de réussite. Donc voilà, ça c'est une des stratégies qu'on peut utiliser. Je voudrais pas monopoliser la parole, mais il y a aussi le fait dans la planification de ne pas tout miser aussi sur un seul objectif. Marie nous le disait, elle avait quasiment l'objectif tous les jours. Donc du coup, c'est vrai que ça lui permettait de rebondir. Si on se fixe un objectif, on doit aussi anticiper sur qu'est-ce qui va se passer derrière. Il y a d'autres objectifs, il y a d'autres défis à se fixer. Et la planification, on en a parlé dans une autre capsule, elle est utile dans ces moments-là, puisque on peut rebondir sur d'autres compétitions, on peut se projeter toujours vers l'avant, et du coup, on a moins ce sentiment de ne plus rien avoir quand l'objectif il a été réalisé, qu'il soit réussi ou pas d'ailleurs. Exactement ce que dit Bruno, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est exactement ça. Il s'agit de remettre l'objectif qu'on vient de se fixer, par exemple, qui était soit un marathon, soit une grosse course, soit voilà quelque chose de nouveau. Et en fait, pour pas retomber après, il faut le replacer dans le contexte. D'abord dans le contexte de pourquoi je cours, quelles sont mes raisons profondes, mon ancrage pour courir. Alors ça peut être pour se sentir bien, ça peut être pour décompresser, ça peut être pour se challenger. Enfin, il y a 1000 raisons. Les gens vont courir pour 1000 raisons. Quand on va faire une course, ça peut être pour soi, pour les autres. Souvent, c'est quand même beaucoup pour soi. Voilà, donc ça peut être aussi une histoire de quelque chose, un jeu d'équipe en fait, d'aller courir avec les membres du club ou voilà en couple ou avec des amis. Mais il faut replacer ça dans les raisons profondes qu'on a de courir. Et quand on fait vraiment l'exercice de se poser les bonnes questions, quand on a fini, finalement, on se rend compte que ce premier marathon ou cette course folle, il y a toujours d'autres objectifs qu'on peut se fixer derrière. Ça peut être de varier un peu les choses, de passer de la route au trail, par exemple, de passer de la course au multisport, de passer du marathon à l'ultra-marathon. Il y a tellement de choses
Et ça, je m'en suis rendu compte pendant le tour du monde. Il y avait des gens qui me disaient, mais oh là là, mon Dieu, ça va être terrible pour toi après. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait un tour du monde? 2 tours du monde? 2 tours du monde. Ah, tu m'as piqué celle-là. On peut faire. Mais non, mais 1400 marathons. C'est ça, quand on a fait 700, on peut faire 700. Non, mais quand on a fait un tour du monde, bah, finalement, on a traversé 4 continents en courant, hein, parce que je vais pas faire un quadrillage de la planète, donc, bah, quand on traverse pas tous les continents. Donc, il me reste encore 2 continents à courir, et puis, quand on a traversé un continent, on l'a traversé d'une manière. Il y a 1000 façons de traverser un continent. Ce que je veux dire, c'est que ça s'arrête vraiment jamais. Si les raisons profondes, bien ancrées en nous de courir sont solides, on perd pas ça de vue, et il faut remettre dans un contexte général l'atteinte d'un objectif. Ça ne reste que l'atteinte d'un objectif, comme dans tout projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel ou autre. Il y a toujours autre chose après, heureusement, parce que sinon la vie serait très déprimante. Mais en course comme ailleurs, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de courses magnifiques. J'ai vu ce bouquin qui est sorti, je sais plus récemment, c'est un tour du monde, je crois, en 60 courses, et il y a le descriptif de ces 60 très belles courses à travers le monde. Bah voilà, vous pouvez voyager en courant, en faisant le tour du monde des très belles courses qui existent. Il y a tellement de choses à faire, en fait. Faut replacer ce qu'on vient de faire dans un contexte plus global, et puis réaliser que c'est la fin de rien, en fait. La dépression, elle vient quand on pense que c'est la fin de quelque chose, comme disait Bruno, le gouffre. Alors qu'en fait, c'est une porte qui s'ouvre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, je suis d'accord. Je pense, enfin, je suis d'accord. Moi, je partage complètement ton point de vue, Marie. Et c'est une question essentielle qu'on devrait se poser. Tous coureurs. Elle est simple, hein. Pourquoi tu cours? Et parfois, et souvent même, les gens, soit n'osent pas se poser la question parce qu'ils ont peur, peut-être que ce soit pas les bonnes raisons. Mais on court tous pour quelque chose. Et là, je pense que tu mets vraiment le doigt sur une question, essentiel, existentiel. Pourquoi est-ce que je cours? Est-ce que je cours, voilà, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et du coup, quand ça a du sens, finalement, c'est beaucoup plus facile de se mettre en perspective et d'éviter ce petit trou d'air qu'on peut avoir après un objectif. Vous en parliez, hein, de cette baisse des endorphines, de cette baisse de l'intensité physique. Et finalement, c'est pas tant le physique qui va flancher, c'est essentiellement ce mental, qui peut être aussi mise à mal par tous ces artifices qui gravitent autour de nous, ces fameux réseaux sociaux, ces outils de comparaison. Est-ce que, Marie, tu en as été victime? C'est-à-dire, est-ce que par ces différents posts que tu pouvais mettre, tu as eu des commentaires, des remontées qui n'étaient peut-être pas toujours dans le positivisme? Non, je dirais que sur une aventure comme celle que j'ai fait, c'est vraiment très niche, hein. Comme j'ai dit, on n'est que 7 personnes au monde à avoir fait un tour du monde en courant, donc voilà, on n'est pas beaucoup. Donc en termes de comparaison, et puis vous voyez, j'étais seulement la 2e femme, donc il n'y avait pas non plus moult comparaisons à faire. La seule raison pour laquelle je postais sur Strava et Garmin au quotidien, c'était que ma course, pour être ratifiée comme telle par l'organisme en charge de ratifier les tours du monde, il fallait tout simplement que mes données soient vérifiables au quotidien. Donc j'avais forcément, je mettais tous les jours sur Garmin et Strava, hein, le compte est toujours accessible, enfin les comptes. Et puis j'avais en plus ma balise satellite, hein, qui me suivait à la minute, hein, toutes les minutes, j'avais un point satellite qui me suivait, donc on pouvait vraiment vérifier que c'était bien moi au bon endroit qui courait, etc. Donc j'allais dire, sur Strava et Garmin, j'ai pas eu à faire d'actes de malveillance. Mon périple, on n'en a pas trop parlé pendant. Il y a eu quelques podcasts, dont le tien d'ailleurs, Sébastien, que j'ai beaucoup aimé faire. Et c'est vrai que de manière générale, j'avais pas une visibilité énorme, donc j'étais pas vraiment dans l'œil du cyclone. En revanche, ce que je dis souvent, c'est que la motivation, et ça c'est un autre sujet qui est très intéressant, pour moi c'est basé sur 2 choses. C'est basé sur d'abord le discours interne qu'on a, ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait. Voilà, la personne qui va courir son premier marathon, c'est un challenge extraordinaire, c'est beaucoup de choses, c'est un objectif fou, etc. Et puis c'est basé aussi sur le feedback qu'on reçoit. Donc si ton discours interne est basé sur les vraies raisons de courir et non pas sur des chiffres, le feedback que tu reçois, il est aussi sur ce que tu fais. Dans mon exemple, mon discours interne était basé sur je suis dans une aventure fabuleuse, un voyage de rêve, un truc de Jules Verne, de je sais pas quoi. Et les commentaires que je recevais, donc puisque ce que je proposais était sur cet angle-là, je recevais des commentaires sur la base du voyage que j'étais en train de faire. J'étais pas en train de dire tous les jours, aujourd'hui j'ai couru à 6,30 par kilomètre, oh là là, aujourd'hui j'étais un peu lente, j'étais plutôt à 7,000 par kilomètre. Là, j'aurais eu un feedback atroce, fondé uniquement sur les chiffres. Et alors là, c'était la porte ouverte à la dépression pendant la course. Donc en fait, ces chiffres, je les utilisais pas dans un motif de comparaison ou même de
pour tracer exactement mes courbes. Je laissais faire ça à l'instinct. Mais c'est vrai que j'observe par contre sur Strava et Garmin, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient, donc du coup des fois je les suivais. Et c'est vrai que les gens ont tendance, j'ai l'impression, à utiliser ça comme un truc de comparaison. Ce qui vous embarque dans un espèce de cycle d'ultra comparaison, de compétitivité. Et effectivement, quand quelque chose s'arrête, c'est terrible parce que c'est tout le feedback que vous avez autour de vous, de ce que vous faites, qui est basé sur les chiffres, et tout d'un coup tout s'arrête et donc votre monde s'écroule. Donc, je dois dire que j'ai pas eu trop à avoir affaire à ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je recherchais beaucoup. Mais c'est vrai que ce travail Garmin, j'imagine, c'est des choses qu'il faut utiliser avec précaution en termes de ce qu'on reçoit comme feedback. Si je vous écoute bien, cette période un petit peu chaotique et périlleuse qui se présente à nous une fois l'objectif passé, il va falloir s'y plonger bien en amont. C'est-à-dire que ça se prépare même avant la course. Bruno, quelle serait ta stratégie, tes astuces, tes conseils pour la vivre de la meilleure des façons? Et Marie nous donnera ensuite ses astuces au long cours après ce tour du monde en courant. Ça va déjà dépendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, de est-ce que l'objectif il est atteint ou pas. Et un objectif atteint, ça peut prendre différentes formes. Sur un marathon, on peut fixer un objectif chronométrique, on peut se fixer aussi d'arrivée, on peut se fixer un classement. Enfin, il y a différentes manières d'atteindre l'objectif. Donc déjà, si on atteint sur l'objectif de différentes manières, ou si on a différentes voies de possibilités de l'atteindre, on risque moins de se dire qu'on l'a pas réussi. Si on a un seul et unique but, le chrono ou la distance, et que ça marche pas, bah forcément on est démuni. Donc déjà dans l'atteinte de l'objectif, moi je dis toujours faut se trouver des portes de sortie, surtout dans les très longues distances. Sur un 24 heures par exemple, je dis toujours à un athlète, ok tu vas pour battre ton kilométrage, mais peut-être que il y a aussi le classement qui peut t'intéresser, et puis aussi ça peut être aussi de battre ton corps personnel, ça peut être aussi enfin bref, il y a différentes. Si on a un seul scénario et que le scénario ne fonctionne pas, on est sûr de se planter. Si on a plusieurs scénarios, déjà, on est moins sûr de se planter, on a plus de chances de réussir. Et derrière, du coup, l'après-course est complètement différente. Dans tous les cas, ce que je pense qu'il faut faire, c'est anticiper, effectivement, c'est expliquer aux sportifs que après, forcément, on va passer à autre chose, que c'est pas la fin d'un monde, que c'est pas la fin d'une aventure, mais qu'en fait, sa carrière, sa saison, elle est parcourue comme ça par différents objectifs. Et que se projeter déjà dans l'objectif suivant, c'est se remotiver. Après, on ne doit pas tout miser non plus sur le sport. Enfin, moi, le sport, c'est la plus importante des choses secondaires. Donc, attention, il n'y a pas que le sport dans la vie, parce que si on a que des objectifs de compétition, ou si on a que des objectifs à atteindre dans sa vie, alors on va aller de course en course comme ça, et on va rentrer dans quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est peut-être aussi le moment de passer à autre chose, d'aller jardiner, d'aller profiter de tout ce qu'on n'a pas fait pendant la préparation, d'aller boire un coup avec les copains, de déguster quelques bonnes bouteilles, de profiter de sa famille qu'on a peut-être un peu délaissé. C'est le moment de se consacrer à autre chose que le sport. Et ça, je trouve que c'est pas moi qui suis plutôt un épicurien et qui pense qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Je conseille vivement aux gens de se comporter de cette manière-là. Marie, de ton côté, comment tu as vécu toute cette agitation après l'arrivée et puis en rentrant à la maison? Là, il n'y a plus rien. Alors comment tu as fonctionné? Oui, c'est ça qui est terrible, hein, c'est que dans mon cas, après 2 ans et demi de course, c'est quand même très long, mais qui m'ont pas paru longs du tout à moi. Mais il y a ce moment où on arrive sur la ligne d'arrivée, je vois le petit groupe de gens qui m'attend à Sydney, et en fait, je réalise dans ce moment-là qu'il y a un moment là très proche qui se rapproche de manière ultra rapide vers moi, où je vais faire ma dernière foulée, je vais arrêter mes GPS, et c'est toute l'aventure qui se finit dans ce petit moment-là, dans cette microseconde de la dernière foulée qui se pose. Et là, tu fais demi-tour. Très... Ah oui, de peur. Il y a au côté là, tu fais demi-tour et tu repars. Il y avait presque une envie de ça quand même. Hein. Je voulais pas qu'elle s'arrête, cette aventure, c'était évident, mais en même temps, elle s'arrête pas, je le savais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce qui était important à ce moment-là, c'est d'avoir fait tout le travail de visualisation. Je crois énormément à l'importance du travail de visualisation. Alors moi, j'avais beaucoup de chance parce que mon espace de réflexion pendant ces 2 ans et demi, il était immense. J'avais la durée d'un marathon au quotidien pour emmener mes réflexions où je voulais. Donc j'ai eu bien le temps.
Alors, je le faisais pas tous les jours, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas tous les jours. Parfois, on veut être juste dans le moment présent, on veut être dans l'instant, dans les sensations, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait de temps en temps, de manière régulière, je faisais l'effort de me dire, de me projeter, de visualiser l'après, de me dire qu'est-ce qui va être bien dans ma vie d'après quand je serai revenue à une vie un peu sédentaire, vu que j'étais dans le nomadisme extrême finalement. Et donc je visionnais des choses que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de faire professionnellement aussi, de quelle manière je voulais faire évoluer ma carrière, des activités que j'avais envie de faire. Par exemple, le jour où j'ai terminé, il y a eu une session de questions et réponses après la fin de ma course et il y a des gens qui me demandaient mais vous allez continuer à courir un marathon par jour comme ça chez vous maintenant? Je dis ah non, surtout pas. Moi je rêve de nager, je rêve de remonter sur un vélo. Voilà, j'avais d'autres choses que j'avais envie de faire, j'y avais pensé. J'avais pensé à comment j'allais occuper les journées, les semaines, les mois qui suivaient l'arrêt du Tour du Monde. J'avais commencé à préparer des conférences, j'avais commencé à préparer l'écriture du livre qui est sorti un an après. En fait, tout ça faisait partie d'un truc de visualisation, ce qui fait qu'en fait, quand j'ai fini, bien sûr, il y a ce moment terrible où on se dit l'aventure est finie, et ça, on peut pas l'éviter parce que c'est évident, faut l'accueillir en fait. C'est un moment où c'est la petite mort de l'aventure, c'est la petite mort de la course qu'on a fait, et ça, c'est normal, mais il faut pas le vivre avec tristesse. Et après, ça permet, quand on a bien fait la visualisation, de se plonger dans autre chose et finalement d'attendre des choses, d'avoir hâte d'autres choses. Et ça, c'est très important parce que ça refocus le mental finalement. Et ça, moi j'ai eu la chance, je touche du bois. Bon, maintenant ça fait un peu plus d'1 an que j'ai terminé. J'ai pas eu vraiment de moment de dépression. J'ai senti très fort la perte de l'intensité qui m'a beaucoup manqué, mais ça m'a pas fait sombrer dans une dépression parce que je me suis plongée quasiment dès après dans des choses que j'avais anticipées et que j'attendais avec impatience. Bruno, sur un plan sportif, quand un athlète te dit « ça fait 15 jours, Bruno, que j'ai pas les jambes, que j'ai pas la forme », comment tu vas pouvoir le remettre en action progressivement pour qu'il sorte de cette zone un petit peu grise après avoir peut-être rempli un objectif, après avoir performé sur une distance qu'il préparait? Quelle stratégie tu vas mettre en place pour, pas après pas, remettre cet athlète en pleine forme? Alors pour moi, il y a une notion qui est fondamentale, qui est clé. C'est pas de l'endurance fondamentale, c'est une notion fondamentale, c'est le plaisir. Retrouver, s'il a été perdu, ou reprendre. Normalement, il a dû toujours être présent pendant la préparation, pendant la compétition, plus ou moins si elle n'a pas été aussi bien réussie qu'on le voulait, mais c'est la notion de plaisir. Donc je vais mettre en place des séances au cours desquelles le sportif va prendre du plaisir. Et ça, c'est un échange avec l'athlète, c'est une communication. Alors, pour nos auditeurs, on peut peut-être donner un cas concret. Je fais une séance, je fais un objectif où j'ai besoin de travailler ma VMA, sujet que tout le monde connaît plus ou moins. On va pas rattaquer par des séances de VMA. On va rattaquer par quelque chose de plus tranquille, ce que moi j'appelle les déroulés, où l'athlète va être centré sur lui. Les déroulés, pour moi, c'est courir en étant centré sur ses sensations, c'est courir en étant beau, c'est courir sans chercher à forcer. Voilà, ça peut être une façon de retrouver les sensations, de se recentrer à nouveau sur soi et de prendre du plaisir à pratiquer, parce que ça, c'est la base de tout. Et ça rejoint ce que dit Marie, qui parle beaucoup de centration sur soi, de voyage intérieur. C'est un peu la même chose, on utilise les mêmes ressorts. Sur une séance de MA, par exemple, de reprendre par des séances classiques, on va prendre par je vais demander à l'athlète de faire des allures progressives ou des allures variées pour que justement, il soit centré sur lui, centré sur ses sensations et que ces sensations soient synonymes de plaisir. Donc pour moi, ça, c'est la base de l'écoute. Et puis, on met en place un programme, bien sûr, personnalisé qui va correspondre à l'athlète en question. Il n'y a pas de programme tout fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelques petites choses pour terminer cette capsule sur cette période un peu de down après un objectif, cette chute vertigineuse où la motivation ou l'énergie vont fluctuer, mais plutôt à la baisse? Oui, juste vraiment pour conclure et pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno et qui est très juste, moi on me le demande souvent, on me dit mais comment tu as pu faire quasiment 700 marathons d'affilée sans jamais avoir envie d'abandonner, sans jamais avoir de baisse de motivation? Et je dis, ma réponse est toujours simple, je dis parce que
à l'essentiel, au cœur du truc, il y a le désir. Et le désir, il m'a pas lâché pendant 2 ans et demi. Je savais pourquoi je courais, je savais ce que je voulais, j'avais une envie folle de ce truc. Et en fait, ce qui est important là, c'est quand on est en train de faire ça, quand on est en train de se préparer pour son premier marathon, pour sa course, pour n'importe quoi, c'est de comprendre dans sa préparation, de comprendre ce qui fait que tous les jours on a envie d'aller s'entraîner. Pourquoi est-ce que je suis dehors? Pourquoi cette course me tient tellement à cœur? Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on a compris la recette. Moi, tous les jours, j'avais compris la recette du jour d'avant de pourquoi je me levais avant le réveil matin pour aller courir mon marathon quotidien. Et je comprenais que c'était ce désir-là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui alimentait ce désir? Et en fait, quand vous comprenez ça, vous pouvez le reproduire après, naturellement, avec d'autres objectifs, avec d'autres envies, etc. Mais vous avez compris ce qui allumait cette flamme du désir en vous. Et ça, pour moi, c'est crucial et c'est quelque chose qu'on fait pendant pour préparer l'après. Ouais, c'est vrai. Alors on se connaît pas, Marie, mais je suis en phase avec tout ce que tu dis. C'est tout à fait ça. Moi, s'il y avait quelque chose à rajouter, je parlerais d'acceptation. Il faut accepter qu'à un moment, ça aille moins bien et qu'il y ait cette forme de passage, de blues, de cafard qu'on puisse avoir. Il faut l'accepter. Ça fait aussi partie du jeu. C'est parce que il y a la nuit qu'on a plaisir à voir le jour. C'est parce que il y a de la pluie qu'on a plaisir à avoir du soleil. Donc, acceptons cette phase un peu moins bien, puis on repartira d'autant plus facilement. Merci Marie, merci Bruno. Alors on avait aujourd'hui pas un mais 2 coachs presque pour nous accompagner sur cette capsule. Chers auditeurs, on vous invite à trouver votre bonne recette pour ne pas sombrer et surtout prendre du plaisir. C'est le maître mot de cet épisode. Merci à vous. Et pour les auditeurs, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de la capsule L'œil du coach, plus généralement sur le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!